ceux qui disent que on envisage de modeler la matière ne peut pas résister, n'ont jamais bricolé. Le samedi 11 janvier, l'association Réciproche a organisé un atelier de philosophie à Biscarrosse, en partenariat avec l'association Les Amis de la Médiathèque. Au programme, une problématique, pas des plus simples, pour notre petit groupe aujourd'hui habitué. Peut-on agir sur l'esprit comme on agit sur la matière ? Animation, Lydia Hervel. Photographie, Guillaume Dessieux. Prise son et montage, Florian Cabessas. Les exemples sont nombreux. Ah bon ? Le conditionnement d'un groupe, par exemple, avec une idée force qui attire l'adhésion. L'exemple le plus flagrant qui me vient à l'esprit, c'est cette idée de patriotisme, où on forge des identités, à tel point qu'on peut envoyer des gens au massacre, à cause de cette identification forte, modelée par une idéologie, qui peut être aussi bien laïque que religieuse. Ça modèle l'esprit, qui aura ensuite des conséquences sur les agissements de l'individu ou du groupe. Et alors, comment c'est justement, c'est quoi les ressorts ? Parce que tu dis, ça modèle, c'est vrai, on dirait que tu parles de sculpter même les esprits. L'esprit grégaire, que nous portons un peu tous, à différents degrés, c'est, je pense, le carburant de cette aptitude à se laisser modeler. Alors, la question n'était pas de trouver un lien entre le modélage de la matière et le modélage de l'esprit. La question était de savoir si l'on pouvait modeler l'esprit. Comme on modèle la matière. Alors, qu'est-ce qu'on met dans ce mot « comme » ? Autant d'aisance, c'est ça le comme, par exemple ? Est-ce que c'est avec autant d'art ? Un forgeron modèle à force du poignet, un charpentier modèle à force de la scie, etc. Un prêtre va modeler à force des sermons ou des préceptes. Un instituteur va modeler à force de connaissances ou de capacité des réflexions. Alors, ce n'est pas du tout le même processus. Mais je prétends qu'on est capable de modeler l'esprit comme on peut modeler la matière. Alors, je pense qu'on peut modeler l'esprit, puisque tu demandais comment. Déjà, je pense avec certains ressorts, avec le chantage affectif, avec la culpabilité, avec en donnant l'illusion, en se présentant comme un modèle. On va modeler l'esprit parce qu'on va dire, vous voyez, moi, je peux vous apporter ça, et si vous êtes dans ma lignée, vous serez comme moi. Voilà. Et je pense aussi qu'on peut modeler l'esprit avec la confiance que les gens peuvent avoir en nous. Et notamment, si je pense à l'éducation, les parents disent des fois à leurs enfants, je fais ça pour ton bien. Et c'est une façon de modeler l'individu, pour ne pas dire de le dresser. Juste pour préciser, avant de donner la question, de donner le micro, parce que là, ils ont l'air d'avoir très envie d'intervenir. Pour reprendre, on peut modeler par la connaissance, par l'éducation. Tu as donné des exemples d'artisanat, on peut dire par une certaine technique et des techniques, qu'elles soient oratoires, qu'elles soient psychologiques, etc. Donc bien sûr que quand tu dis c'est pas le même processus que pour la matière, on peut trouver quand même des choses qui sont très liées à la matière, justement, que ce soit l'art oratoire, etc., etc., etc. Simplement, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit en face, la matière ne peut pas résister
volontairement à l'acte qu'on lui inflige. Par exemple, tu as donné le cas du forgeron. Cite-moi un exemple de métal chauffé qui peut résister à la chaleur qu'on lui inflige. Il ne veut pas dire « Ah non, moi je me mets à l'abri », qui peut résister au coup de marteau là, du forgeron. Il ne peut pas dire non. Or, concernant l'esprit, nous, humains, nous ne sommes pas tous dans des sectes, nous ne suivons pas tous la mode, nous ne sommes pas tous idéologiquement engagés sous des bannières dans lesquelles on aurait pu nous contraindre d'aller. L'action sur la matière, qui est constituée d'atomes, n'est pas la même que celle qui travaille l'esprit, qui est une émanation de la matière, enfin pour moi en tout cas, une émanation de la matière vivante en tout cas, mais les modulations qu'on peut y apporter à ce fonctionnement-là ne sont pas du tout de la même nature. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on ne puisse pas manipuler les esprits. Mais on ne les travaille pas comme la matière. Ça revient après à la question de fond, de définition, c'est quoi l'esprit et c'est quoi la matière? Qu'est-ce qui les différencie les deux? Si on n'est pas capable de faire de différenciation, bon bah oui, on peut dire que c'est la même chose. Mais si on peut les différencier, il faut se poser la question du travail qu'on mène sur la matière, est-il le même est-ce qu'on peut mener le même travail sur l'esprit? Ou est-ce qu'en travaillant la matière, on peut travailler l'esprit? C'est paradoxal. Il est en train de dire que l'esprit, c'est une émanation de la matière, selon lui, c'est-à-dire selon moi. Et en même temps, tu dis, ça échappe à la matière. Alors c'est un peu paradoxal d'admettre que finalement l'esprit... Je pense que ça nous échappe à tous. C'est-à-dire, y compris, on ne sait même pas comment on pense, en fait. On pense... C'est un espèce de phénomène naturel qui se produit dans nos cerveaux respectifs. On n'en connaît pas l'origine. On est incapable de savoir comment ça fonctionne concrètement. Enfin, il y a tous les débats sur la conscience à n'en plus finir. Personne ne sait comment ça fonctionne. Toujours est-il que, qu'on le veuille ou pas, on pense. Et on produit en permanence des réactions aux stimuli du monde, de l'extérieur, par l'intermédiaire de nos sens, etc. On produit de la pensée. C'est le fruit de la matière qui est notre cerveau. Et est-ce que ça, c'est manipulable au même sens? C'est-à-dire qu'en manipulant mon corps, est-ce qu'on va pouvoir manipuler mon esprit? Oui, sous la torture, ça existe. Enfin, je suis obligée de couper un peu pour passer la parole, parce que effectivement, c'est assez. Je fais exprès, je te pousse encore jusqu'au paradoxe. Autant là, dans l'exemple que Dominique donnait, c'est-à-dire la volonté de résister. Voilà, la résistance. Il y a quelque chose qui et que tu rejoins en disant ça échappe. Là, c'est clair. Autant quand tu dis je peux quand même agir sur la matière et j'agis sur l'esprit, mais est-ce que c'est pareil? Là, c'est beaucoup moins clair, parce que quand on parle d'affect, on parle bien d'agir quand même sur la pensée. Quand on parle d'éducation, quand on parle de la façon dont on modèle, je pense que là-dessus, tu leur as donné plus des billes que tu ne leur as enlevé, puisque tu es en train de dire... la souffrance, excuse-moi, mais il n'y a pas que la torture. Pour parler de toi, devant toi, par exemple, ou physiquement, comment est-ce qu'on contraint les corps à rester des heures et des heures assis, etc. Je veux dire, voilà, ça agit quand même forcément sur l'esprit. Donc là-dessus, Certes, mais sur un échantillon important, il y aura toujours... des réfractaires, des rebelles, des révoltés, etc. Il me semble qu'on n'a jamais réussi à soumettre à 100% une population. Alors que la matière, on peut la manipuler, la modeler autant qu'on le veut, finalement. Quand on est sur la même matière, à matière égale, évidemment. C'est-à-dire, parce que... Si je prends 100 personnes et 100 bouts de bois ou 100... je ne sais pas quoi, moi, mais en restant sur le même échantillon, on va dire. Voilà. Alors, si tu prends 100 bouts de bois, tous les bouts de bois ne sont pas identiques. Selon le bois que tu prends, il y en a qui sont d'un bois tendre, d'autres plus durs, certains qui vont être plus friables que d'autres,
Donc, effectivement, le résultat ne va pas être le même. Et pour les individus, il me semble que c'est exactement la même chose. Tu as 100 personnes, tu ne peux pas soumettre 100 personnes à un seul diktat. OK, mais sur les 100 personnes, on est 100 à être soumis à un moment donné à quelque chose. Parce que selon l'endroit où tu nais, selon les parents que tu as, selon les valeurs qu'ils ont et qu'ils essaient de te transmettre, selon l'argent que tu possèdes ou pas, tu es soumis et modelé. Bon, voilà. Et selon la culture à laquelle tu as accès ou pas, certaines connaissances ou pas, tu es modelé. Mais après, toute notre vie, on est modelé. On est modelé aussi par, quand tu parlais de la soumission des corps, par la pression, alors là je vais parler en tant que femme, mais souvent il y a des images de la femme qui sont véhiculées, qui doit être jeune, qui doit être belle, qui doit être sexy, Voilà, donc même si on est réfractaire, même si on essaie de se rebeller contre ce modelage-là, on est quand même, il y a ça, toujours un peu, parce qu'on grandit avec ça. Et donc, notre identité est, par exemple, être une femme aussi, l'identité qu'on se construit, il y a des risques qu'on intègre quand on est une femme, sur la manière de s'habiller, sur les lieux où on peut sortir, à quelle heure on peut sortir, etc. Donc, ça veut bien dire qu'on modèle les individus. Moi, je pense que ça se fait assez inconsciemment. La preuve, on est ici à essayer de débattre sur quelque chose dont on n'avait pas l'idée avant. Quelque chose que ça se fait, sans qu'on s'en rende compte forcément. On est tous victimes de ce qui nous entoure, en fait. Et on n'en est pas forcément conscient. Et pourtant, c'est certain qu'on est tous sous cette forme de manipulation collective. Et j'ai pas de doute là-dessus. Que ceux qui disent qu'on envisage de modeler la matière ne peut pas résister, n'ont jamais bricolé. Je peux vous assurer qu'à chaque fois que vous entreprenez un petit chantier, il y a quelque chose qui ne va pas et qui fout en l'air les plans que vous aviez préconçus. Bon. Alors après, dire au modèle la matière... Il y a des techniques pour modeler la matière. Je veux dire, je citais tout à l'heure le charpentier et le forgeron. Je pourrais multiplier les exemples des technologies à l'infini. Enfin, l'esprit humain, encore une fois, l'esprit, c'est doté d'une quantité de savoir-faire pour modeler la matière, justement, toutes sortes de matières. Mais ce sont des techniques différentes. Génériquement, on peut peut-être les mettre sur les mêmes plans. Hein. Elles sont toutes pour objectif de modeler la matière. Pour modeler l'esprit, il y a des techniques différentes aussi. Ça dépend des résultats qu'on cherche à obtenir. Ça dépend des populations qu'on a en face, qui vont plus ou moins résister. C'est laisser faire, en quelque sorte. Mais ce n'est pas parce que sur un échantillon de 100 personnes, il y en a 2 qui sortent du lot parce qu'ils ont compris avant tout le monde ou parce qu'ils sont réfractaires par nature, qu'on ne peut pas dire qu'on est capable de moduler les 98 autres. Le bout de banc, en fonction de où il va grandir, il va évoluer, du coup, ce ne sera pas du tout le même. Et c'est pour ça qu'il y aura des personnes qui résisteront beaucoup plus face à une pression mentale que d'autres. Et c'est parce qu'ils n'auront pas été élevés dans le même environnement, ils n'auront pas été dans les mêmes conditions. Donc c'est normal qu'il y en ait qui n'aient pas du tout la même résistance face à face à la pression générale. Il y a des êtres humains sur les 100, et il y a des exemples dans l'histoire à tout moment, qui vont même jusqu'à se soustraire à cette manipulation. Ils disparaissent. Ça, la matière, elle ne le fera pas, ça. Leur esprit, il se soustrait. Ils se suicident, ils disparaissent, ils deviennent fous, éventuellement. Ils sortent du champ de notre débat, là, complètement. Alors, oui et non, parce que ce qui est très intéressant, vous avez remarqué depuis le début, tu as, on va dire, donné l'impulsion dès le départ en parlant de modelage.
agir sur l'esprit comme on agit sur la matière, est-ce que c'est spécifiquement du modelage? Justement, c'est vers toi que je vais me tourner et je vais voler vers justement ton argumentation de tout à l'heure parce qu'elle est très pertinente. En fait, tu parles du déterminisme. Ce qu'on appelle le déterminisme social, le conditionnement, tu l'as dit d'ailleurs, en fait. Bon. Et le déterminisme existe en science aussi. Toi, je vous ai entendu parler de ce qu'on appelle aussi en science le matérialisme ou le réductionnisme. Ce serait cartésien, ça nous a aidés, ça nous aide toujours d'être cartésien, mais ça ne suffit pas. On sait très bien, et tu l'as très justement dit, que la conscience échappe aux réductions qu'on essaye d'en faire. On essaie de voir des manifestations de l'exercice conscient à travers l'imagerie cérébrale, à travers un certain nombre de choses, de quantification, de QI, de tout ce qu'on veut, mais ça reste toujours qu'un instantané. La pensée échappe, elle déborde, elle peut fuir. Elle est beaucoup plus rétive, résistante à ça. Il y a une très belle, je vous citerai, enfin je vous le mettrai dans le, si on fait un livret ou quoi, mais Bergson qui il y a très longtemps de ça, dit on peut prendre la photographie qu'on veut, des mécanismes, il parle à l'époque, du cerveau, ça ne nous dit pas où est la pensée là-dedans. On ne verra jamais les souvenirs, on ne va pas les photographier dans la tête de la personne dont on fait l'IRM. Donc c'est très juste en fait ce que tu as dit, il est question de la liberté. Pour autant, est-ce que ça veut dire, parce que alors je vais me faire l'avocat, je vais passer un peu dans votre camp, est-ce que ça veut dire que la conscience échappe, ou l'esprit échappe totalement à la matière? C'est pas parce qu'on ne sait pas le visualiser en imagerie, par exemple, que ça veut dire pour autant que ça n'est pas une émanation du fonctionnement du cerveau, même si c'est pas une émanation qu'on peut mesurer par des instruments électriques ou etc. Donc, je voudrais juste revenir sur la notion de liberté. Alors, ça me rappelle mon bac de philo, où j'ai dû parler du contrat social de Rousseau. Et la liberté est une illusion, puisqu'en fait, personne n'est libre. On ne peut pas être libre. En fait, on a l'illusion d'être libre, puisqu'on est conditionné. Par quoi ça commence éventuellement, cette illusion d'être libre? Enfin, c'est vraiment pas possible. Parce qu'on est déterminé, on ne peut vraiment pas être libre. Mais en fait, je pense que on est libre dès l'instant où on a l'illusion de l'être. Voilà, on a l'impression, on fait des choix. Alors, un observateur un peu neutre, il va dire « Ah oui, mais tu as choisi ça parce que… » ou il expliquerait. Ou si on fait une psychanalyse, on va comprendre pourquoi on a fait ce choix plutôt qu'un autre, en ayant l'impression qu'on l'avait fait, mais vraiment librement, dégagé de toute pression, de tout. Mais en fait, ce choix, on l'a fait parce qu'il y a tous les petits cailloux qui ont été posés sur notre chemin jusqu'au moment de poser ce choix-là. Alors après, on s'en fiche qu'il y ait eu ces petits cailloux. On a eu l'impression de faire ce choix de manière très libre. Et c'est donc ça qui fait qu'on est libre. Moi, je suis obsédé par la notion d'horizon. Alors, l'horizon, j'ai tendance à percevoir la réalité et le comportement des individus comme des sortes d'électrons à l'intérieur d'une sphère, ou d'un cube, si vous préférez. La taille du cube ou la taille de la sphère détermine notre sentiment de liberté. Le milieu social dans lequel nous sommes nés et nous évoluons nous fixe une certaine taille de sphère. Et si on se contente d'évoluer à l'intérieur de cet espace, on a l'impression que tout va bien, qu'on est libre. Mais il y a certaines particules élémentaires qui se cognent en permanence contre les parois de la sphère et qui se disent « non, c'est trop petit pour moi, il faut que j'essaye une sphère un peu plus grande ». Et ainsi, chaque individu va essayer, du moins, de déterminer la taille de la sphère qui lui convient.
Et à partir du moment où il est confortable à l'intérieur de sa sphère, il peut avoir le sentiment que ça y est, j'ai conquis la liberté. Mais tout ça est relatif parce qu'un autre individu trouvera que ta sphère est trop grande ou trop petite et il voudra repousser les limites un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un individu lambda se trouve à l'étroit à l'intérieur de la sphère que son milieu lui assigne à sa naissance? Une graine? Une blessure? Une curiosité sans limite? Tout ça. Très très juste. Et je vous mettrai aussi une autre référence récente d'un philosophe qui parle justement du fait que l'homogénéisation mortifère que le libéralisme déchaîné met en place à l'échelle planétaire, en fait, et même dès le départ, la naissance du capitalisme, c'est justement une guerre aussi, contrairement aux apparences, à l'individu. Là où on parle d'individualisme, en fait, on parle totalement justement d'un processus qui n'est pas du tout la naissance de l'individu, en fait. Depuis le début, à part avec l'exemple du bricolage et du forgeron, on a parlé beaucoup plus de l'esprit que de la matière. Donc, moi, je me pose la question, est-ce que ce débat a lieu d'être si on considère, par exemple, qu'on ne peut pas agir forcément sur la matière? Donc, peut-être que c'est là qu'est notre débat. En quoi peut-on agir sur la matière? Qu'est-ce qu'on peut lui faire à la matière? On peut la détruire, la faire changer d'état, solide, liquide, gazeux, je sais pas quoi. Enfin, j'ai aucune notion de ces trucs-là, mais on peut donc lui faire changer d'état, de je sais pas quoi, la détruire, oui, voilà, de fonction, de nature, de plein de choses. Si on définit agir, ok, comment, mais il y a des limites à cette action sur le concret, sur la matière, forcément. On ne peut pas agir à très grande distance, sur ce qui est très loin de nous. On ne peut pas agir sur le tout petit, encore plus que petit. Peut-être que oui, je ne sais pas. Bon, bref, je ne connais pas assez dans le domaine physique. Mais si jamais on considère qu'on ne peut pas agir sur la matière de manière totale, de même qu'on est en train de dire qu'on ne peut pas agir sur l'esprit de manière totale, parce que tout le monde n'a pas la même distance d'horizon, tout le monde n'a pas la même sphère, tout le monde n'a pas le même vécu, le même déterminisme social, bref, tout ce qu'on a dit. Peut-être que le débat consiste à dire en quoi on peut agir sur l'un et en quoi on peut agir sur l'autre. Alors, c'est par rapport à ce que tu as dit, j'ai entendu, je ne l'avais pas entendu dans l'intitulé, peut-on agir sur l'esprit comme on agit sur la matière? Peut-on, dans le sens, avons-nous le droit? Et oui. Donc, effectivement, il y a tout ce dont on a parlé tout à l'heure, mais il y a effectivement aussi cet aspect-là. A-t-on le droit d'agir sur l'esprit comme on agit sur la matière? Et c'est peut-être pas par hasard que dès le départ, l'impulsion, elle a été de ce côté-là sans le dire, en fait. Quand vous avez parlé de modelage, quand vous avez parlé d'éducation, vous parliez aussi de ça. Parce que la matière, la matière, on la tord, on la transforme, on la triture, on la fait souffrir des fois. On teste sa capacité de résistance. Voilà, donc, est-ce qu'on a le droit? Ça veut dire quoi, avoir le droit? Le droit par rapport à quel code de droit? Qui a édicté ce code? Celui qui a modulé notre esprit. Par exemple, jusqu'aux années 1930 à peu près, on ne soupçonnait pas qu'on pouvait transformer la matière en scindant le noyau de l'atome. C'est dans les années 1930 et les travaux des physiciens qui ont beaucoup réfléchi à la radioactivité
qu'on a découvert qu'on pouvait transformer un atome en un autre atome, en procédant à la fission de l'atome, du noyau de l'atome. Avait-on le droit de faire ça ? Il y a beaucoup de physiciens qui se sont opposés à l'idée même de le faire, parce que faire ça libère une quantité d'énergie qui est des millions de fois plus importante que la combustion, par exemple. Donc tout de suite, les militaires ont entrevu la possibilité de fabriquer des armes terrifiantes. Avait-on le droit ? Mais, encore une fois, c'est une notion morale, cette histoire de droit. J'ai pensé à ça par rapport à ce que vient de dire Dominique, quand elle disait est-ce qu'on peut vraiment, je ne sais plus comment tu l'as formulé, agir sur la matière. Mais évidemment, je veux dire, si je cite cet exemple, c'est à cause de ça, c'est à cause de ton interrogation. On a démontré qu'on pouvait agir jusqu'au point de transmuter la matière, transformer l'hélium en hydrogène. C'était le rêve des alchimistes, transformer la matière. Et ben voilà, les physiciens du début du XXe siècle l'ont fait. Concernant l'esprit, je vous renvoie à 1984 de George Orwell. C'est tout à fait édifiant, la façon dont même les plus réfractaires arrivent à être réduits à néant par la contrainte, par la peur, par l'effroi. A-t-on le droit, encore une fois ? Il y avait cette question, peut-on agir vraiment totalement sur la matière ? Enfin, je vous donne, histoire de ne pas le tenir comme ça, mais bon, de votre côté. Parce que, en fait, là aussi, ça va dans votre sens, en fait, pour dire non. Dans le sens où, admettons, une action vraiment chimique. Justement, quand la médecine essaye d'agir sur la matière, la chimie du cerveau, pour pouvoir agir sur l'esprit. D'agir sur l'esprit comme on agit sur la matière, de manière à faire que les deux puissent avoir lieu. Et ça, c'est l'histoire même de la psychiatrie aussi, qui agit sur les corps, puis agit sur le cerveau, sur la chimie du cerveau, et puis essaye d'agir sur l'esprit. Et dans cette tentative, eh bien aujourd'hui, on a beaucoup de recul, et on se rend compte qu'effectivement, on ne peut pas agir complètement sur l'esprit. On le sait. On sait qu'on fait ce qu'on peut, parfois très mal, puisqu'on a fait des choses qui sont vraiment presque du domaine de l'expérimentation ou la torture. Et maintenant, on sait qu'on peut réduire un certain nombre d'effets, qu'on peut agir sur certaines parties, mais agir totalement. Quel pouvoir on se donne et quelle autorisation on se donne, que par exemple d'autres mammifères ne se donnent pas. Est-ce qu'ils n'en ont pas la capacité ? Ou est-ce qu'ils ne se donnent pas cette autorisation-là ? Est-ce qu'il n'y a que nous qui sommes pourvus de morale et donc d'absence de morale ? Est-ce qu'on peut agir totalement, enfin, je pense que ça dépend d'où on se place. Il y a ceux qui tentent d'agir sur une masse d'individus, alors parce que eux, ils pensent que ça va leur apporter quelque chose, ou ça va leur apporter quelque chose à celui qui émet cette idée. D'ailleurs, moi, j'ai toujours été frappée quand je voyage, quand je vais dans les pays pauvres, le nombre de gens qui remplissent les églises, parce que agir sur les gens, c'est aussi agir sur leur... Alors, on peut agir par la peur, mais on peut aussi agir par l'espoir. L'espoir d'avoir une vie meilleure là-haut, s'il y en a une seconde. Immatériel, pour le coup ? Voilà, et immatériel. Donc, a-t-on le droit ? Mais certains s'arrogent le droit parce qu'ils y trouvent un intérêt. Voilà, donc je pense que ça dépend de si on est à l'origine de la pression ou de la soumission quand même, ou si on est
victime, même si c'est victime consentante. Parce que, alors là, pour le coup, ils n'ont pas vraiment de preuves matérielles qu'il existe quelque chose après. Il n'y a rien qui leur dit, c'est sûr, foncez, vous pouvez y aller parce que je vous garantis que je suis là. Rien ne leur dit ça. Et il n'y a personne qui revient pour leur dire, oui, effectivement, il est bien là-haut. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu veux dire par là dans le débat ? Je veux dire que peut-on agir, a-t-on le droit d'agir sur l'esprit ? Je dis que ça dépend d'où on se place. Celui qui pense qu'il a un intérêt à faire croire à ceci ou à cela, à un homme politique, pourra servir des gens pour... j'en sais rien. Selon lui, il considère qu'il a le droit, ou qu'il fait ça pour leur bien. Donc, il considère qu'il a le droit. Même si on n'a pas de preuves, il n'y a personne qui est revenu pour nous dire, etc., ça se matérialise. C'est l'origine du sacré et du profane. C'est-à-dire qu'il y a un espace qui devient sacré, qui devient différent de l'espace profane, parce que là, c'est un espace, par exemple, où on prie, c'est un espace où on évoque, c'est un espace où on fait des offrandes, etc. C'est un espace où on se réunit, etc. Donc, ça se matérialise quand même. C'est-à-dire qu'on agit quand même sur les corps, on agit quand même sur la matérialité des personnes, de manière aussi à ce que cette spiritualité, enfin cet esprit, devienne quelque chose qui est une affaire commune, en fait. Donc on est tous conditionnés. Oui. Et donc, là, c'était ça ma remarque, c'est que c'est pas parce qu'on voit... Mais si, tous les degrés sont les mêmes. Le conditionnement, c'est le conditionnement. Après, on peut essayer de hiérarchiser le conditionnement nazi ou le conditionnement stalinien avec le conditionnement macronien, mais c'est du conditionnement. C'est une façon de modeler les esprits qui reste une façon de modeler les esprits. Après que les effets sur les corps, que les effets sur les corps soient pas les mêmes. Mais il n'y a pas débat. Évidemment que c'est pas la même chose. Mais toujours est-il que c'est du conditionnement. Est-ce qu'on sait fonctionner autrement en tant qu'animal social? Tu prenais le dire en disant ça, c'est l'intérêt de certains. C'est juste le propre de l'animal humain, c'est de vivre en société et en interaction justement avec d'autres particules dans la sphère. D'accord? Bon, est-ce qu'on sait faire autrement? On ne sait pas. Donc il y a toujours du conditionnement. Le conditionnement, il est produit par le système. Et alors pour ce qui est du nôtre, on sait très bien comment il fonctionne, ce conditionnement, et quels sont les principes qui le mettent en œuvre. C'est les principes, effectivement, du néolibéralisme, etc. On vit dedans. Pour autant, on passe nos journées, quand on lit la presse, à avoir un regard critique sur l'islam, avoir un regard critique sur ci, etc. Les méchants partout, etc. Et nous, les bons... et on ne regarde pas du tout notre nombril de conditionnés. Donc, c'est un débord complet. C'est un débord complet sur la question de base. Mais cette question aussi, on la pousse jusqu'au bout. C'est la position que vous défendez. La position qui dit que du déterminisme absolu, tout est conditionné, y compris notre façon de penser. Là, maintenant, elle est conditionnée, tout est conditionné. Et donc, il n'y a pas de liberté individuelle. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, mais on revient à ce que tu disais tout à l'heure. Il n'y a pas de liberté individuelle. Et donc, on est complètement on n'est même pas des animaux. On n'est que de la matière. Point barre. J'ai envie de dire matière toi-même. Bon, blague à part, bien sûr que on est tous conditionnés, ou en tout cas, nous évoluons tous dans un environnement de conditionnement, un environnement conditionné, quel qu'il soit. Tu as cité le nazisme, le stalinisme, le macronisme. Mais nous, d'accord, il y a toujours cette espèce d'éther, de liquide dans lequel nous baignons du conditionnement, mais pour autant, notre degré individuel de conditionné n'est pas le même d'un individu à l'autre. C'est l'esprit de résistance.
C'est-à-dire que dans un monde totalement conditionné, sans être 1984, prenons les années 40 en France, par exemple. Elles ont produit et de la collabo, des collaborateurs, des gens qui étaient, pour plein de raisons, de conditionnement intime, personnel. Ça a produit des fascistes français qui ont adhéré à l'idée qu'il y avait des différences de race, etc. Enfin, toutes les conneries qu'a produit le nazisme. Et qui sont allés la fleur au fusil, avec des intérêts probablement particuliers en plus, d'en tirer de l'argent, enfin tout ce qu'on veut. Et ça a produit aussi des gens qui ont résisté. Mais par un conditionnement, donc, peut-être aussi. Par leur propre conditionnement, oui. Parce qu'ils étaient peut-être issus de milieux, etc., où les ouvriers, parce qu'il y a quand même beaucoup de communistes dans les résistants, en fait, ça a produit aussi de la résistance. Donc ça ne veut pas dire que ces gens n'étaient pas conditionnés pour autant, mais pour agir à un niveau collectif, c'est pour revenir là-dessus, est-ce qu'on peut agir sur la matière, sur l'esprit des êtres humains, comme on agit sur la matière, c'est-à-dire on prend un bout de bois et on tape dessus, ou on le sculpte, avec toutes les difficultés que ça peut présenter, ça je suis d'accord avec toi, c'est pas toujours très simple. Mais on arrive, il y a des techniques, on les connaît, on regarde 3 tutos YouTube et on arrive à faire le truc. Est-ce que pour autant on arrive à faire la même chose sur des masses humaines ? On n'a que des contre-exemples dans l'histoire. Alors, il est temps de faire juste un tout petit rappel, tout petit... et puis, progressivement, ça va s'avancer vers la fin. Et puis, peut-être, on donnera la parole à l'observatrice si elle a envie, mais je vais te donner la parole, hein, ne t'inquiète pas. Vous parlez depuis tout à l'heure vous avez commencé à arriver à poindre ce qu'on peut appeler aussi le matérialisme historique. Karl Marx, c'est précisément ce qu'il fait comme renversement total quand il invite à penser le rôle de l'esprit et de la matière différemment que ce que Hegel, avant lui, pensait, c'est-à-dire l'histoire, c'est le théâtre de l'esprit. Il nous arrive des guerres, il nous arrive des choses des fois difficiles, mais bon, il faut peut-être en passer par là. C'est la dialectique pour le destin de l'esprit. Je grossis à grands traits. Et quand Marx renverse ça en disant mais c'est sur les conditions matérielles de l'homme réel qu'il faut agir. L'esprit, il n'est pas en train de se balader dans un ciel. Nous sommes de la matière. Nous sommes l'ouvrier, il est réellement ouvrier. Donc on est en train de réellement faire du mal. Et que ce sur quoi on doit agir, ce sont les conditions dans lesquelles nous évoluons. Ce qui plus tard va donner aussi, non seulement parce que la résistance, elle s'est installée de longue date, depuis le 19e siècle, etc. Enfin, tout ça, on ne va pas refaire. Mais c'était juste pour dire que, attention, vous êtes en train de débattre de quelque chose qui finalement a été à la fois de la souffrance, de la lutte, etc., mais aussi qui a été pensé théoriquement sous ces termes-là, de manière extrêmement précise, dans des textes où on a l'impression que vous êtes en train de les citer sans... Et c'est très drôle parce que, enfin, très drôle, mais de voir à quel point finalement vous êtes en train de donner. C'est un débat en fait sur le chaos qu'on a. Et sur la liberté, enfin vous êtes. Ouais. Non, moi, c'était juste pour compléter sur le marxisme qui avait été complété par Gramsci après, sur le combat culturel des idées, donc pour quelque part manipuler un petit peu, enfin, ou orienter tout au moins dans un sens ou dans un autre. Complètement. Et un autre philosophe, Gilles Deleuze, disait que les conditions ne sont jamais plus générales que le conditionné. Évidemment. Parce qu'effectivement, on a tendance à penser que les conditions nous imposent d'être justement une généralité dont on ne peut pas sortir, mais en fait, elles ne sont pas plus générales que le conditionné, puisque c'est aussi le conditionné dans son débat permanent avec les conditions dans lesquelles il évolue et celles qu'il veut changer, qui fait que ces conditions-là se transforment. C'est ça. Et si Elon Musk est possible aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 20-30 ans, il y a eu des idées qui ont été avancées à un moment ou à un autre pour qu'il puisse... Tout à fait. C'est un monstre, on va dire, produit par la société. C'est pas un monstre comme le nazisme. Ils sont pas tombés d'un coup. C'est bien sûr que ce sont des héritiers façonnés, tu parlais de modélisation, enfin d'une société qui permet un certain type de récits extrêmement dangereux, comme les années 80 ont été aussi des conséquences de tout ce qui... à chaque fois, les effets réactionnaires
face aux libertés de 68. Les collabos français fascistes des années 40, on a Gobineau qui fait ses théories au 19e. Donc. Alors, ce qui est intéressant quand tu parles des tyrans ou des dictatures, c'est par exemple l'analyse que fait un Michel Foucault, par exemple, dans les années 70, il dit quand certains systèmes d'oppression, on va dire, mais qui doivent à tout prix être acceptés. Alors là, c'est pas la religion pour le coup, mais justement un mode de vie qui va faire qu'on va accepter d'être maltraité, se mettre en place. Et ben là, la censure, elle est d'un coup beaucoup moins efficace que la production de vérité. Et ça, c'est très intéressant dans l'analyse que Michel Foucault amène au XXe siècle, c'est comment est-ce que, d'un seul coup, des discours, que ce soit des dirigeants et classes dirigeantes ou des sociétés elles-mêmes, produisent du vrai. Produisent même, aujourd'hui on parle de contre-vérité, de fake news, etc., mais produisent des discours qui vont petit à petit être la vérité, ou les vérités. Tu parlais évidemment 1984, forcément on peut penser à toutes les conséquences que ça a de produire du vrai. Mais il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire que la censure, ok, mais quand c'est trop gros, il vaut mieux faire racheter par exemple des médias, etc. Enfin bon, bref, monopoliser le discours et produire ce qui doit être mis en circulation. Il y a quelques semaines, j'étais à Paris, gare Montparnasse, j'attendais mon train et je vois à la vitrine d'un de ces commerces de la gare une publicité pour une bière. Et c'était quoi le message de cette publicité ? La vérité, c'est une opinion comme une autre. Mais je l'ai prise en photo, je peux vous la montrer si vous voulez. Ça m'a sidéré. Je veux dire, c'est devenu un slogan publicitaire. Ah, ça, c'est terrible. C'est d'ailleurs Deleuze aussi mettait en garde en disant attention, les ennemis au XXe siècle, il disait attention, les ennemis de la pensée, c'est le marketing. Donc vous voyez, du coup, est-ce qu'on peut agir sur l'esprit comme on agit sur la matière ? Eh bien, on voit bien qu'en fait, bien sûr qu'on peut le faire. On peut s'en donner même l'autorisation, les moyens, on peut agir en éduquant, enfin, etc. Mais qu'effectivement, vous avez parlé quand même beaucoup de résistance et de la matière elle-même. Et puis d'ailleurs, la nature va peut-être finir par nous rendre l'action, les actions, par agir sur, voilà, sur cet esprit qui est tel qu'on s'est nommé Homo sapiens, mais qui fait que, effectivement, c'est pas si sûr que ça qu'on puisse agir sur l'esprit comme on agit sur la matière, parce qu'en fait, on efface justement à nos actions. Qu'est-ce que, comme tu disais très, très justement, mais là, qu'est-ce qui fait qu'on agit ? Il y a des réactions, vous avez parlé de déterminisme, où on ne fait que réagir et se débattre dans des réactions, mais qu'est-ce qui est vraiment du domaine de l'action ? Tout à coup, là, à Biscarrosse, on est bien placé pour savoir ça. On essaie de lutter contre la matière en amenant du sable tous les hivers pour réensabler la plage. Et la matière lutte pour nous faire, à nous, évoluer dans notre esprit. Pour l'instant, on n'évolue pas. On dit, on fait le rassemblement chaque année. Et la matière insiste. Elle vient percuter les côtes et en même temps, elle essaye de percuter notre esprit pour qu'on se dise, bon, ok, et la matière devrait nous pousser, elle devrait agir sur notre esprit, même si elle n'a pas la volonté de le faire. Elle devrait, en fait, ce qu'elle met en œuvre devrait agir sur notre esprit. Et de faire comprendre que ce qui agit sur mon esprit agit sur mon corps, et vice-versa. Que bien sûr, on n'est pas libre, en fait, mais que ça ne nous empêche pas, justement, d'essayer d'aller à la conquête de cette liberté, mais il faut être conscient de ces déterminismes. Donc c'est prendre conscience, quand tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut prendre conscience de tous les déterminismes ? Quand on commence, c'est intéressant de commencer à les voir, en fait, à apparaître, et puis c'est peut-être le début. Ce podcast vous a été présenté par l'association Réciproche.
Retrouvez l'ensemble de notre travail sur notre site internet réciproche.fr.